Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Au sommaire de Ça vous regarde, la France peut-elle se passer d'immigrés? Il y a les discours politiques et puis il y a la réalité économique. Quelle est la ligne du gouvernement aujourd'hui entre un Bruno Retailleau qui affiche sa fermeté et un bloc central qui se montre plus ouvert à une immigration choisie? C'est notre grand débat ce soir. Elle se bat pour protéger nos océans, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être intimidée, voire menacée personnellement. La fondatrice de l'ONG Bloom, Claire Nouvian, sera notre invitée. Chalutage en eau profonde, exploitation minière des fonds marins. On s'arrêtera avec elle sur les enjeux du sommet sur les océans qui s'ouvre lundi à Nice. Enfin, rien ne va plus entre Donald Trump et Elon Musk. Le fondateur de Tesla tire à boulet rouge sur le budget américain. Alors Elon Musk va-t-il plomber le mandat de Donald Trump? On en débat à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire, place au débat dans Ça vous regarde. Le sujet n'est pas nouveau. L'immigration choisie, c'était déjà le mot d'ordre de Nicolas Sarkozy en 2006. Aujourd'hui, des pans entiers de l'économie française dépendent de travailleurs immigrés, dont une partie sont des travailleurs sans papier. Alors, quels sont nos besoins en main-d'œuvre aujourd'hui? Peut-on se passer de travailleurs immigrés? Et comment la société française appréhende-t-elle cette question? On en débat ce soir avec nos invités. Juba Iadaden, bonsoir. Vous êtes économiste dans le secteur bancaire et vous avez coécrit une note pour Terra Nova, une note qui est intitulée « Les travailleurs immigrés, avec ou sans eux ?» point d'interrogation. Patrick Stefanini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien préfet, vous êtes actuellement le représentant spécial du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur les questions d'immigration. Et je rappelle que vous avez conseillé de nombreuses personnalités politiques dans votre carrière, de Jacques Chirac à François Fillon, en passant par Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Enfin, Michel Picon, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, qui rassemble les artisans, les commerçants et les professions libérales également, des employeurs qui, pour certains, beaucoup peut-être, vous nous direz, se tournent vers une main-d'œuvre étrangère. Et d'abord, pour commencer, le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Clément. On parle ce soir d'immigration qui est un peu synonyme de fracture dans le socle commun. Oui, vous avez raison Clément. Il y a d'un côté Édouard Philippe, le fondateur du parti Horizon, entité du bloc central. Et sur France Inter, cette semaine, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron présentait son tout dernier livre dans lequel il défend une immigration de travail. Écoutez. Nous aurons besoin, et nous devons l'assumer, de faire venir des compétences de l'étranger. Nous aurons besoin d'étudiants étrangers dans les universités françaises. Nous aurons, comme c'est le cas aujourd'hui, besoin de médecins étrangers. J'ai jamais vu personne, y compris dans les démagogues obsessionnels du grand remplacement, expliquer non, surtout ce qui serait bien, c'est qu'il se barre. Surtout ce qui serait bien, c'est qu'il ne soit pas là. Ça n'est pas vrai. Bon, nous aurons besoin d'aides-soignants, nous aurons besoin d'ingénieurs. Mais la vision du patron d'Horizon se heurte à celle du tout nouveau patron des Républicains, Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur et donc de fait membre du socle commun ne valide pas du tout la solution proposée par Édouard Philippe. Rappelez-vous, en septembre dernier, il excluait même l'idée d'utiliser l'immigration comme levier. Écoutez. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Alors, pas une chance pour Bruno Retailleau, mais une nécessité absolue pour Édouard Philippe dans un contexte de démographie déclinante. En France, où le taux de fécondité atteignait seulement 1,62 enfants par femme en 2024. L'ancien Premier ministre défend, je cite, une immigration choisie et contrôlée qu'il juge indispensable pour sauver le modèle économique et social français. Et en parlant de modèle économique, justement, eh bien, il y a 15 jours à peine, le gouvernement publiait au journal officiel la liste des métiers en tension. Regardez, dans chaque région, vous trouverez les branches professionnelles dans lesquelles on manque de bras. Ici, des agents d'entretien, là, des ouvriers qualifiés. Les employeurs concernés pourront plus facilement faire appel à des travailleurs étrangers. L'idée est simple, régulariser plus facilement des sans-papiers quand ils remplissent une fonction comprise dans cette liste. Une liste très attendue, mais qui n'a pour autant pas vraiment convaincu Thierry Marx, chef étoilé, également président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. On l'écoute. Pourquoi diviser par région or que toutes les régions sont impliquées de la même façon? Ça crée le trouble et ça permet pas à des régions de faire plusieurs offres d'emploi, y compris les aides de cuisine. C'est une fonction, aide de cuisine est une fonction. Eh bien, il faut pouvoir l'indiquer dans toutes les régions. Toutes les régions sont impactées par le manque de collaborateurs.
Alors si certains s'interrogent sur l'efficacité de cette liste, elle a surtout mis beaucoup de temps à être réactualisée. C'est pourtant l'article 3 de la loi immigration promulguée en janvier 2024 qui crée un titre de séjour métiers en tension, pensé à l'époque par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt comme une coopération entre les besoins évoqués par le ministère du Travail et les quotas décrétés par le ministère de l'Intérieur. Mais quand cette loi était discutée au Parlement, Bruno Retailleau, alors patron des sénateurs Les Républicains, avait fustigé cette liste en évoquant même une ligne rouge. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, Clément, le ministre de l'Intérieur s'appelle Bruno Retailleau. Et depuis janvier, il a préféré avancer sur la circulaire concernant les régularisations qu'il souhaite restreindre au minimum. Alors maintenant que la liste est publiée, eh bien, les employeurs vont pouvoir déclencher des demandes de titres de séjour qui resteront autorisés ou non par les préfets eux-mêmes sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Valérie Brochard. Une question, Patrick Stefanini, quand on entend, quand on revoit un peu tout cela avec Valérie Brochard, est-ce qu'il y a deux lignes aujourd'hui au sein du gouvernement sur cette question de l'immigration choisie, une ligne macroniste, on va dire, et puis une ligne portée par la droite, incarnée par Bruno Retailleau? Écoutez, je crois qu'il faut prendre d'abord un peu de recul. Vous l'avez rappelé dans la présentation de l'émission, le concept d'immigration choisie, il a été forgé par Nicolas Sarkozy à partir de 2005, avec deux objectifs clairs qui étaient d'encourager la venue en France d'une immigration de travail, d'une part, et d'autre part, la venue en France d'étudiants étrangers. Pourquoi ? Parce que par rapport à d'autres pays, la France avait à l'époque une immigration essentiellement familiale. Donc j'allais dire, ça me sera sans doute reproché, une immigration qui n'était pas très productive, puisque la plupart des étrangers qui arrivaient en France n'avaient pas été recrutés, sélectionnés pour exercer leur talent sur le marché du travail. Alors, de ce point de vue-là, la politique d'immigration choisie a été un succès. Je rappelle que dans les années 2005, on délivrait entre 10 000 et 15 000 titres de séjour par an au titre de l'immigration de travail. Aujourd'hui, c'est 50 000. Ça représente entre 15 et 20% du total de l'immigration en France. C'est donc beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et ça reste beaucoup... Mais sur la question de la ligne politique, aujourd'hui, au gouvernement, sur ce sujet, moi, je crois Bruno Retailleau, on a fait une ligne rouge quand il était à la tête de la droite au Sénat. Non, mais Bruno Retailleau, à l'époque, il était au Sénat, il n'était pas au gouvernement. Je crois que dans un gouvernement, il n'y a qu'une seule ligne politique. Cette ligne politique, elle vient d'aboutir à une réactualisation de la liste des métiers en tension. Je rappelle que cette liste, elle remontait à 2008. Elle n'avait pratiquement pas été actualisée depuis. La loi que Gérald Darmanin avait fait voter début 2024 prévoyait cette actualisation. C'est aujourd'hui chose faite. Voilà, donc on a progressé, on a une liste qui est plus actuelle, qui est plus moderne, qui, je crois, est davantage adaptée aux besoins de l'économie. Et je voudrais répondre à Thierry Marx. Cette liste, en effet, elle est régionalisée. On va parler de la liste dans un instant, si vous voulez bien. Mais moi, j'aimerais avoir un peu poser les enjeux du débat avec vous, Jubaïa Adaden, parce que vous avez travaillé donc pour Terra Nova sur ce sujet. Vous aboutissez à la conclusion que la France, aujourd'hui, ne peut pas se passer de main-d'œuvre étrangère. Quels sont nos besoins exactement, selon vous, en main-d'œuvre étrangère? Qu'est-ce que représente l'immigration du travail aujourd'hui en France? Et combien est-ce qu'il y a de travailleurs sans papier? Ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à tout cela. Alors déjà, peut-être pour vous expliquer dans quelle démarche on a été avec Terra Nova et notamment avec Hakim El Khoury, avec qui on a écrit cette étude. Donc on s'est demandé, on s'est interrogé, on s'est dit qu'est-ce qui se passerait si il n'y avait plus d'immigration en France? Aujourd'hui, le taux d'activité des immigrés, il est de 60%, on va dire. La population française générale, c'est 70%. Donc oui, il y a un écart et on est assez loin des 17% de titres de séjour qui sont délivrés pour du travail. C'est-à-dire que même si, en effet, il y a 17% des immigrés des titres de séjour délivrés, qui sont délivrés pour du travail, après, on arrive à un taux d'activité de plus de 60%. Donc en fait, c'est pas parce qu'on arrive en France, peut-être pour du regroupement familial, ou parce qu'on est étudiant, qu'on va pas travailler ensuite. Mais pour revenir sur l'étude, alors l'étude, elle se structure en 3 temps. Le premier, c'est de rappeler l'histoire de l'immigration en France, et notamment l'histoire de l'immigration de travail en France, parce que l'immigration a toujours joué un rôle dans l'histoire française, notamment depuis la Révolution industrielle, donc depuis le milieu du 19e siècle.
Ensuite, on se pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail. Comment est-ce que les travailleurs immigrés permettent un ajustement sur le marché du travail, avec notamment 2 exemples qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid. En fait, on s'est rendu compte que pendant le Covid, il y a eu une très forte corrélation entre les métiers, enfin les secteurs dans lesquels il y avait de la tension, dans lesquels on n'arrivait pas à recruter, et en fait les secteurs dans lesquels il y a des travailleurs immigrés. Enfin, on se projette, et c'est ce qui est très important. On se dit, qu'est-ce qui se passerait à horizon 2040-2050 ? Comment est-ce que, combien de travailleurs, enfin, combien d'entrées d'immigrés on aurait besoin par an en France, en moyenne, entre 2025 et 2040 ? Et donc, on arrive aujourd'hui, enfin, en intégrant la réforme des retraites de 2023, à 310 000 entrées d'immigrés, sachant par an. L'idée étant que c'est nécessaire pour maintenir un peu notre modèle de protection sociale. C'est aussi ça que... Alors, ce qu'il y a derrière ce chiffre, c'est 2 choses, enfin 3 choses. D'abord, en fait, on se base sur les projections démographiques de l'INSEE, qui sont des projections officielles, qui sont faites par l'INSEE. On regarde les projections de taux d'activité qui sont projetées également par l'INSEE, à l'aide d'une méthodologie qui est renseignée. Et en fait, à partir de ça, on va se demander combien il faudrait d'immigrés par an pour que le ratio de soutien démographique, donc c'est les actifs divisés par les inactifs, pour que ce ratio-là, à horizon 2040, il reste stable. Et en fait, ce qu'on montre également, c'est que même si on travaillait jusqu'à 66 ans, et on a fait des simulations en se disant qu'est-ce qui se passait si en fait on arrivait vers les taux d'activité de l'Allemagne et de la Suède, en fait, qu'est-ce qui se passerait en matière d'entrée et de besoin d'entrée d'immigrés. Et en fait, on se rend compte qu'on passe de 310 000 entrées aujourd'hui, en besoin aujourd'hui, à 250 environ 1000 entrées. Donc, en fait... Donc on retient cet ordre de grandeur, 250 à 300 000, en gros, immigrés par an nécessaires. Et ça, c'est des chiffres qui sont très proches à l'économie française. Ce sont des chiffres qui sont très proches des chiffres d'aujourd'hui. Michel Picon, avant d'évoquer la question des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, sur cette question de l'immigration du travail, de l'immigration choisie, quelles sont vos attentes, vous, en tant que patron de l'U2P ? Nos attentes, c'est de pouvoir recruter. Et d'ailleurs, la situation de la natalité, la rupture démographique qui pose un problème sur les retraites, pose aussi un problème. Les enjeux demain des entreprises, ce seront des enjeux de recrutement. Et on le voit déjà dans des secteurs où on n'arrive plus à trouver de collaborateurs. Et pourtant, il y a des gens qui ne sont pas en activité professionnelle aujourd'hui. Il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de mobilité, il y a différentes choses, on pourra en parler. Donc les entreprises ont besoin. 8000 restaurants ont disparu l'année dernière. Et Thierry Marx a raison de dire que cette liste, elle ne répond pas complètement aux besoins. Et je vais prendre un exemple que l'on vient de voir à l'écran. On dit cette liste comprend les chefs de cuisine. Mais pardon, chef de cuisine dans un restaurant, elle comprend aussi des maîtres d'hôtel. Mais ce n'est pas forcément de cette main-d'œuvre-là que l'on souhaite. On a l'impression par moment que les arbitrages qui ont été pris dans les régions par les CREFOP, on met... Par qui, pardon ? Les CREFOP, pardon. C'est quoi les CREFOP ? Ce sont les organismes publics paritaires avec les organisations patronales et les organisations de salariés qui sont placés sous l'autorité du préfet de région, qui ont travaillé régionalement, s'occupent de formation professionnelle et de toutes les questions d'emploi. Eh bien, on a l'impression que les arbitrages finaux qui ont été pris sont des arbitrages qui correspondent plus à des arbitrages politiques, pardon de le dire, qu'aux véritables besoins des entreprises. On a besoin d'aides cuisiniers, on a besoin de commis de cuisine. Donc pour vous, cette actualisation de la liste, elle ne répond pas à vos besoins, Patrick Stefanini. Ça relève de qui, ça relève du ministère du Travail, en lien avec le ministère de l'Intérieur ? Ça relève depuis 2008 des 2 ministères, à la fois le ministère du Travail, parce que c'est lui qui apprécie ce qu'on appelle la tension dans les différents métiers, c'est-à-dire le déséquilibre entre l'offre et la demande de travail, et ça relève du ministre de l'Intérieur qui, lui, conduit la politique de l'immigration, et naturellement qui ne peut pas être indifférent à la définition de la liste des métiers en tension dans lesquels on peut recruter des travailleurs étrangers. Moi, ce que je voudrais dire par rapport ce soir à mes 2 interlocuteurs, d'abord, je voudrais rappeler qu'il y a eu une concertation qui a présidé à l'élaboration de cette liste. Cette concertation, elle a associé toutes les organisations syndicales représentatives et je ne doute pas un instant, Monsieur le Président, que votre organisation a été associée.
Alors ensuite, vous nous dites, mais les arbitrages finaux, ils ont davantage été politiques que techniques. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Par contre, je voudrais souligner... Pourquoi? Parce qu'il vous interpelle quand même là-dessus. Lui, il dit que ça ne correspond pas à ce qu'on a dit dans la concertation. Il y a eu 1 an de concertation. Alors que la liste ne soit pas parfaite, une liste, c'est jamais parfait. Mais en tout cas, c'est en progrès par rapport à la liste précédente qui n'avait quasiment pas été actualisée depuis 2008. Mais surtout, la question qui se pose à la France aujourd'hui, elle est double. Et je voudrais l'introduire sous le sceau du volontarisme. Elle est même triple. D'abord, on nous a parlé de la baisse de la natalité. Et c'est vrai qu'alors que la France caracolait en tête des pays de l'Union européenne pour son dynamisme démographique jusqu'à 4 ou 5 ans, depuis 4 ou 5 ans, notre fécondité, notre natalité est en train de s'affaisser. J'ai retrouvé une déclaration de vous, je crois, en 2007. Vous disiez « Aujourd'hui, on a besoin de cette immigration choisie. Dans 20 ans, on n'en aura pas besoin parce qu'on fait beaucoup de bébés. » Vous vous êtes trompé. Non, à l'époque, j'avais raison. À l'époque, la France se distinguait en Europe des autres pays européens par une natalité qui était beaucoup plus dynamique. Ça n'est plus le cas depuis 4 ou 5 ans, mais il n'y a pas de raison pour baisser les bras. Un gouvernement peut porter une politique familiale dynamique qui peut permettre de corriger l'affaissement de la natalité française. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, les deux, parce que vous allez me dire, ça c'est à long terme, il faut 20 ans, enfin, etc. Mais surtout, nous avons en France un taux de chômage qui reste largement supérieur à la moyenne des autres pays européens. Largement supérieur. Ça, c'est un premier sujet. Et donc, la première question qui se pose à l'opinion publique française et qui se pose aux responsables politiques, c'est est-ce qu'on est capable de mettre au travail aujourd'hui des chômeurs, et je ne fais pas la distinction entre les Français et les étrangers, entre les non-immigrés et les immigrés, est-ce qu'on est capable de diriger vers les métiers en tension, puisqu'on a fait l'effort de les identifier, ces métiers, est-ce qu'on est capable de diriger vers ces métiers en tension, soit par le biais de la formation, soit par le biais de l'offre d'emploi, ces chômeurs. Et puis deuxièmement... Il faut peut-être qu'on fasse réagir un peu là, parce que vous parlez depuis longtemps. Je voudrais aller jusqu'au bout. Deuxièmement, notre politique de formation professionnelle, elle est sur la sellette. Moi, quand je m'occupais de ces sujets, il y a quasiment 20 ans, quand j'étais secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration, dans la liste des métiers en tension, il y avait le métier de chaudronnier. Ce métier de chaudronnier, malgré une appellation qui peut sembler ancienne, ce métier de chaudronnier, il est très important pour nos entreprises. Je rappelle que ce sont les chaudronniers qui fabriquent, par exemple, les cuves des réacteurs nucléaires. Eh bien, aujourd'hui, on a toujours le métier de chaudronnier qui est en tension. Moi, je suis tenté d'interpeller les organisations syndicales qui ont la responsabilité de la formation professionnelle et d'interpeller les régions pour dire comment se fait-il qu'au bout de 20 ans, on n'ait pas réussi. Il faut qu'on entende un peu les autres invités dans ce débat, s'il vous plaît. Donc, Juba Yadaden, sur ces 2 points évoqués, à la fois la démographie et puis un marché du travail déficient, peut-être un système de formation aussi qui ne répond pas aux besoins de notre économie. Alors, je vais répondre sur 2 points. Le premier, c'est sur la question de la natalité. En fait, il faut avoir en tête que les politiques natalistes, ce sont des politiques qui ont un coût très élevé et qui, en général, ne fonctionnent que très peu. Donc, un coût budgétaire, vous voulez dire Oui, un coût budgétaire, c'est-à-dire qu'on va faire des allégements fiscaux, par exemple. Et en fait, on se rend compte que pour la collectivité, c'est un réel coût. Et en termes d'effet, en fait, c'est assez aléatoire et c'est difficile de se projeter sur le long terme avec des politiques qui, en fait, ont un coût bénéfice-risque, entre guillemets, assez faible. Donc, en effet, en Europe, en fait, on a été, nous, en France, avec un taux de natalité qui a été plus élevé pendant un certain temps, mais voilà, aujourd'hui, on est à 1,6, c'est ça, et on se rapproche, en fait, des autres pays européens dans la mesure où, en fait, il y a aussi des explications culturelles. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire que les femmes auront autant d'enfants que les générations d'avant. Donc c'est la natalité, la baisse de la démographie, quelque chose qu'il faut prendre comme étant acquis. Et donc ce sujet-là, il faut peut-être, je pense, le mettre un peu de côté. Concernant le taux de chômage, c'est vrai, et vous avez raison, qu'on pourrait améliorer le système de formation en France pour que des personnes qui sont aujourd'hui au chômage trouvent un emploi. Il y a aussi des politiques liées au logement à mettre en place, des politiques liées à l'accès au transport,
qui peuvent être mises en place. Néanmoins, il y a deux éléments sur lesquels il est intéressant qu'il est intéressant de soulever. Le premier, c'est que quand on regarde le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail en France, aujourd'hui, en tout cas en mars 2025, c'était environ 2,3 millions de personnes. Quand on regarde les postes à pourvoir de qui ont été publiés par France Travail, c'est 2,43 millions de personnes. Donc même si en fait on avait une logique adéquationniste où on faisait la différence entre ces deux chiffres, on aurait 130 000 emplois. Et en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, il y a un taux de chômage structurel, et ça c'est ma casquette d'économiste qui parle, c'est qu'il y a des personnes qui, dans les 2 semaines à venir, ne sont pas disponibles pour travailler, parce que c'est la démission. Il y a un nombre de chômeurs minimum. Il y a un nombre de chômeurs minimum, mais ce n'est pas une fatalité, bien entendu, et il faut faire en sorte d'aller vers ce taux de chômage minimum. Est-ce qu'on a un problème de formation en France, d'orientation vers les bonnes filières? Ça ne répond pas à tous vos besoins aujourd'hui? Il y a un problème d'adéquation de la formation d'un certain nombre de métiers dont nous avons besoin, des sujets avec l'éducation nationale, des sujets avec Parcoursup, d'orienter peut-être un peu là où on trouvera du boulot. Mais il y a une chose, moi, que je voudrais dire tout de même, c'est qu'il y a toute une série de métiers réputés difficiles, réputés compliqués, dans des horaires salissants, dégradants, que nos jeunes concitoyens, les jeunes Français, les Français plus ou moins jeunes d'ailleurs, ne veulent plus faire. C'est un fait. Et on peut mettre toutes les coercitions possibles sur eux pour qu'ils aillent les faire. Nous, on n'a pas envie de voir arriver dans nos entreprises des gens contraints et forcés, pas à la mitraillette, mais presque. On a besoin de gens qui ont envie de venir travailler. Écoutez, moi je vais m'exprimer pendant quelques secondes, non pas comme représentant spécial du ministre, mais à titre personnel. Nous avons un système de protection sociale et de prestations sociales en France qui est probablement le plus généreux d'Europe, pour ne pas dire le plus généreux du monde. La question que j'ai posée tout à l'heure, je me suis demandé, est-ce qu'on ne peut pas orienter vers les métiers en tension, en tout cas vers une formation qui permettrait d'exercer un métier en tension, les personnes qui sont aujourd'hui au chômage? Revoir notre système de protection sociale, ça veut dire prendre des décisions politiques courageuses, notamment sur l'indemnisation des personnes qui sont au chômage. Mais vous entendez Michel Picon dire qu'on ne veut pas avoir des salariés qui viennent contraints et forcés, poussés par la baïonnette. De l'UDP. Mais si on revoit à la baisse l'indemnisation du chômage, pas dans n'importe quelles conditions, mais si des personnes qui se sont vues proposer une formation qui conduit à un métier en tension, ou qui se sont vues proposer une offre d'emploi dans un métier en tension, si ces personnes refusent 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut se poser la question de savoir si on ne peut pas revoir leur indemnisation de manière à ce que, de manière tendancielle, ces personnes revoient leur jugement de valeur et acceptent d'aller vers ces métiers. J'aimerais qu'on avance. Cette question-là, il faut la poser dans la société française. On a beaucoup de thèmes à aborder, le temps passe. Moi, j'ai une question quand même sur les consignes données par Bruno Retailleau au préfet pour régulariser dans les secteurs tendus les travailleurs sans papier. Le ministre de l'Intérieur exige 7 ans de présence sur le territoire au lieu de 5 auparavant. Et il demande désormais de faire état d'un diplôme pour justifier d'une bonne maîtrise de la langue, alors qu'avant on demandait juste une maîtrise orale au moins élémentaire. Est-ce qu'avec tout cela, on ne va pas vers des régularisations au compte-gouttes qui ne vont pas du tout répondre aux besoins d'aujourd'hui? Alors, en France, depuis une dizaine d'années, il y a chaque année environ 30 000 régularisations. 30 000. Ça représente à peu près 10% du nombre total de titres de séjour délivrés dans notre pays. C'est considérable. Ce chiffre, il va rester stable pour vous? Il va progresser? De quel ordre? Vous anticipez quoi? Ce chiffre, depuis 6 mois, il a commencé à diminuer. Et singulièrement, les régularisations au titre du travail ont commencé depuis octobre, depuis que Bruno Retailleau est au ministère de l'Intérieur. On constate une inflexion à la baisse. Et pourquoi est-ce que Bruno Retailleau a pris d'abord une partie des critères que vous avez évoqués? Ce n'est pas Bruno Retailleau qui les a définis, c'est la loi de Gérald Darmanin. Mais ensuite, en effet, Bruno Retailleau a précisé les choses dans une circulaire, mais parce que Bruno Retailleau, excusez-moi de vous dire, que ce soir, je suis son représentant spécial, et Bruno Retailleau, il considère qu'il y a en France des gens qui sont au chômage,
Il y a en France chaque année des jeunes qui sortent de l'appareil de formation et qui n'ont ni diplôme, ni même une véritable, donc c'est son choix. Ni même une véritable formation. Donc il y aura des régularisations au compte-gouttes dans les secteurs en tension, si on comprend bien. C'est de les mettre au travail avant d'aller chercher une immigration supplémentaire. Michel Picon, d'un mot, parce que vraiment, il faut qu'on avance. Non, mais bon, j'ai dit, moi je souhaite, enfin nous souhaitons, on ne fait pas une ségrégation à l'envers. Hein. Si on recrute un étranger, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de gens sur le territoire qui acceptaient de faire ce travail. Oui, par ailleurs, très brièvement là-dessus, c'est vrai qu'en fait, il y a une complémentarité aussi sur le marché du travail entre travailleurs immigrés et travailleurs natifs. Donc, en fait, ça ne sert à rien d'opposer étrangers et nationaux. Donc, il y a une complémentarité qui existe. Il y a des métiers, aujourd'hui en France, les personnes ne veulent pas l'exercer. Aujourd'hui, par exemple, sur les médecins, on a aujourd'hui en France un système universitaire qui permet de former des médecins. Néanmoins, aujourd'hui, il y a le numerus clausus qui a été certes relevé, mais qui ne permet pas d'avoir assez de médecins à horizon dans 10 ans. Et donc, aujourd'hui, pour que l'hôpital public fonctionne, il faut nécessairement faire venir des médecins diplômés à l'étranger. Je peux rebondir là-dessus? Non, je suis désolé, on est obligé d'avancer pour se pencher sur ce qui a longtemps fait figure de modèle en matière d'immigration choisie, à savoir le Canada. C'est un pays qui a mis en place une politique de quotas à la fin 2022, sauf que ce modèle est en train d'être remis en cause aujourd'hui. Les explications de Dario Borgogno. Le Canada, longtemps considéré comme un laboratoire de l'immigration professionnelle. Sa recette, un mélange d'ouverture et de sélection stricte. L'un des systèmes les plus connus et les plus utilisés, entrée express. Le candidat soumet son profil aux autorités afin d'obtenir des points selon ses compétences linguistiques, sa scolarité, ses qualifications. Un passage au crible avec l'objectif d'attirer une main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, en 2022, le Canada fait ses comptes. Plus de 900 000 postes sont à pourvoir et le chômage atteint un niveau historiquement bas. Le Canada rehausse alors ses seuils d'immigration avec comme objectif d'accueillir chaque année un demi-million d'arrivants d'ici 2025. Mais en octobre dernier, volte-face. Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. L'ancien Premier ministre annonce une baisse drastique des quotas, 395 000 en 2025, chiffre qui devrait diminuer lors de ces prochaines années. Une réduction considérable de 21% du quota de résidents permanents, un brusque coup de frein, alors qu'un récent sondage révélait que 58% des Canadiens pensent qu'il y a trop d'immigration. Alors si je résume, cet exemple montre qu'il n'y a pas que la question des besoins économiques, il y a aussi la question de l'acceptabilité de ces choix d'immigration dans la société. Patrick Stefanini, vous tirez quelle leçon de ce qu'on vient de voir, de ce qui se passe au Canada aujourd'hui? Qu'il ne faut pas être dogmatique. Le Canada a choisi depuis plus de 20 ans, même plus de 30 ans, une politique de quotas. Et on découvre que les quotas, ça peut jouer à la hausse, mais que ça peut aussi jouer à la baisse. Et le Canada est entré dans une période de son histoire économique et probablement de sa sensibilité sociale à la question de l'immigration qui fait qu'ils ont décidé de baisser les quotas. Moi, je ne critiquerai pas cette décision. Je pense qu'un jour, notre pays devra en venir à une politique de quotas et il faut que nos concitoyens sachent que cette politique présente des avantages et notamment celle de procéder à un réglage fin de l'immigration. C'est ce que vient de nous démontrer. Donc vous y êtes favorable, mais avec des ajustements permanents. Mais c'est le principe des quotas. Juba Yadaden, sur ce point-là, est-ce que la France, la société française est prête à accepter une immigration choisie de 300 000 personnes par an dans la durée? Ou est-ce qu'il y a un risque de fracturation de notre société là-dessus? Alors justement, il y a 2 éléments. Le premier, c'est qu'à côté du rapport Terra Nova, qui a été écrit avec Hakim El Karoui, on a donc Terra Nova publié une enquête avec le Crédoc sur la perception qu'ont les Français de l'immigration du travail. En fait, on se rend compte que les Français, en général, acceptent beaucoup mieux la question des travailleurs immigrés que l'immigration en général. Et donc, le fait que ces personnes travaillent, ça joue en faveur de l'acceptabilité des Français. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, sur l'acceptabilité, il y a aussi la question des politiques qui sont mises en place pour mieux accueillir ces immigrés. Donc, lorsque
on accueille des personnes et qu'on n'arrive pas à mettre en place des politiques de non-discrimination ou alors des politiques d'accueil qui soient décentes, oui, en effet, derrière, ça peut poser des questions qui vont ensuite avoir un effet sur l'acceptabilité. J'ai retrouvé une des questions que vous avez posées dans ce sondage. Les Français sont-ils prêts à accueillir sur le territoire de nouveaux immigrés? 55% y sont opposés. En revanche, on est à 43% qui se montrent favorables à l'idée, à condition que ce soit une immigration choisie. Oui, donc c'est ce dont je parlais. Et dernier élément, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on on évolue dans un contexte européen, international, où on a aujourd'hui des pays européens, que ce soit la Hongrie et l'Italie, et pourtant, politiquement, on va dire que ce ne sont pas les personnes qui sont les plus proches idéologiquement de moi ou de Terra Nova. Et en fait, on se rend compte que ces personnes-là mettent en place des politiques d'immigration. Et dernier élément, aujourd'hui, on a l'Espagne qui est un pays dans lequel il y a 10% de chômage qui régularise 450 000 personnes immigrées qui travaillent. Donc, en fait, la question du chômage dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas excluante d'une politique d'immigration qui soit... Michel Picon, sur ce sujet qui est très politique, mais bon... Oui, c'est très politique. Moi, je suis plutôt entreprise et constat et besoin. Mais le pragmatisme, vous l'avez dit, le pragmatisme, et Mme Meloni vient de nous montrer qu'elle était aussi pragmatique que M. Trudeau. M. Trudeau, il dit qu'il faut ralentir parce que les besoins ne sont plus là, pas autant là. Mme Meloni, qui avait pourtant un discours radical, alors c'était quasi zéro immigration, elle vient d'en régulariser 500 000. Donc oui, le pragmatisme. Et le pragmatisme aujourd'hui dans notre pays, et les Français l'acceptent, vous le dites, 45% disent oui, mais parce qu'ils voient bien dans les hôpitaux qui les soignent quand ils vont à l'hôtel, qui entretient leur chambre, dans le chantier, dans la construction, dans tous ces métiers, s'il n'y a pas d'étrangers, ça ne progresse plus. D'un mot pour conclure, Patrick Stefanini, ce sujet de l'immigration, il sera au cœur de la prochaine présidentielle. Il y a ce choix fait par Édouard Philippe, qu'on peut qualifier d'antipopuliste presque, d'assumer un besoin d'immigration et de le dire aux Français. C'est un choix différent de celui de Bruno Retailleau. Là, je m'adresse aux conseillers politiques que vous avez été. C'est un pari risqué de la part d'Édouard Philippe ou ça peut s'avérer payant? J'ai rappelé au début de cette émission que la droite, depuis 2005, a toujours été favorable à une immigration de travail. Mais encore faut-il que cette immigration de travail soit contrôlée et corresponde vraiment aux besoins de l'économie française. Je rappellerai simplement un chiffre qui n'a pas été cité depuis le début de cette émission, c'est le taux de chômage des immigrés en France. Le taux de chômage des immigrés en France, il est le double. Il est aux alentours de 15%. Alors, je vous vois faire nom de la tête. On ne va pas lancer ce nouveau débat parce qu'on est arrivé au terme de notre débat. C'est le double du taux de chômage des non-immigrés. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau d'LCP. Je suis désolé, on doit s'arrêter là parce qu'on s'intéresse à présent à cette grande conférence des Nations Unies sur les océans, un sommet international qui s'ouvre donc lundi à Nice. Bonsoir Claire Nouvian. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'ONG Bloom qui se bat pour la protection des océans. On va commencer par faire le point sur vos combats avec Marion Becker. Si on vous invite, Claire Nouvian, c'est parce que s'ouvre dans quelques jours la conférence des Nations Unies sur l'océan. Un sommet mondial censé protéger les océans. La France espère voir s'élargir la coalition de 32 pays en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Elle espère également la ratification du traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine, pour que celui-ci rentre enfin en application 2 ans après son adoption. Cette cause, Claire Nouvian, c'est votre combat depuis 20 ans. Ex-journaliste, vous êtes militante écologiste, engagée pour la protection des écosystèmes marins et contre l'exploitation des océans. Vous avez fondé l'association Bloom. À votre actif, la fin de la pêche électrique en Europe. Désormais, vous vous battez contre les méthodes de pêche destructrices dans les aires marines protégées. Ça y est, on les a pris en flagrant délit et nous avons tout filmé. Un bateau de 116 mètres. Il y a des chaînes, regarde, ils remontent les chaînes. Nous lançons l'alerte. Des bulldozers des mers sont en train de dévaster en ce moment même une aire marine protégée en France. Démonstration appuyée par ces images. From the surface, you would have no idea that this is happening. It has remained hidden from view until now.
Pour la première fois, la destruction des fonds marins par le chalutage en eau profonde a été filmée. Un bras de fer contre les lobbies industriels de la pêche que vous payez aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ils peuvent rien te faire, c'est juste des connards. C'est nul. Qui a fait ça? Mais c'est des mecs qui nous en veulent parce qu'on menace leurs intérêts économiques. Vous les soupçonnez, Claire Nouvian, d'être à l'origine très loin, tout ça. de ces intimidations. Bonsoir Claire Nouvian. Bonsoir. Ma première question, elle est simple, c'est comment allez-vous? Ça va. Déterminée, comme toujours. Parce qu'on vous a invité dans Ça vous regarde avant d'apprendre ce qui vous est arrivé hier. Vous accusez donc le lobby de la pêche industrielle de s'en être pris donc, à votre appartement, mais vous évoquez aussi plusieurs opérations de déstabilisation qui vous ont ciblé dans les jours, les semaines qui ont précédé. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit d'une opération, en effet, quand on fait on remonte à rebours de cette action qu'on a découverte hier matin contre mon domicile privé. On se rend compte que les éléments de langage qu'on a retrouvés, le genre de tag diffamatoire, les accusations qui portent évidemment sur ma personne, parce que les attaques que nous, on porte contre les pêches industrielles, elles sont basées sur des faits scientifiques qui sont observables, partageables, quantifiables. Et eux, ils n'ont rien à dire à cela parce qu'ils se comportent vraiment comme des criminels en haute mer. En fait, ils génèrent des grands dégâts écologiques et des dégâts humains et des dégâts aussi, il faut le dire, fiscaux. Parce que ces grandes pêches industrielles sont vraiment problématiques. Eh bien, ces mêmes éléments de langage, on les a retrouvés lundi dans les boîtes aux lettres des sénateurs. Donc on voit en fait que semaine après semaine, puisque quand on remonte le temps, on a eu ce même genre d'attaque à une diffusion d'un documentaire de Charles Villa qu'on a fait sur la pêche industrielle et sur ces pratiques quasi mafieuses. On voit en fait que ce sont les mêmes éléments de langage qu'on retrouve partout. Alors vous ciblez qui quand vous évoquez ce lobby de la pêche industrielle? Vous avez identifié des personnes, des organisations, des entreprises? Oui, en effet, ce sont un peu toujours les mêmes acteurs qu'on retrouve et ils ont commencé à mettre ces éléments de langage depuis très longtemps, en nous accusant d'être des collaborateurs nazis, de faire de la délation. Des pêcheurs ont demandé explicitement sur d'ailleurs les chaînes de télévision du service public, ils ont demandé ma mort, en fait, ils souhaitent ma mort. Donc en fait, on a un contexte qui globalement, qui est en fait encouragé par des élus bretons, par la presse régionale de Bretagne, d'ailleurs, très souvent, qui reprend ce genre d'attaque personnelle, diffamatoire, sans faire de contradictoire. Et on voit qu'on a un environnement breton qui est vraiment le fief, en fait, de la pêche industrielle et qui, en fait, défend très souvent les intérêts aussi industriels des Néerlandais qui ont ces pratiques, en fait, de créer des sites anonymes d'attaque sur les personnes et sans jamais répondre aux accusations que nous, on porte contre leurs méfaits. Vous parlez des Néerlandais parce que ce sont eux qui détiennent les plus grands chalutiers aujourd'hui en Europe, je ne sais pas dans le monde, mais qui font pour certains 140 mètres de long. Oui, en fait, les Néerlandais, c'est vraiment des consortiums qui se sont en fait constitués en oligopole, qui font semblant d'être en concurrence, alors qu'en réalité, ils ont des intérêts financiers liés. On a reconstitué plus de 400 filiales de 5 groupes qui donc font semblant d'être en concurrence, alors qu'ils sont dans une situation qui est en fait quasiment illégale. Et ces individus, ces grandes flottes de pêche, ont racheté les flottes de pêche industrielles, notamment françaises et notamment bretonnes, et qui ont pris le contrôle du Comité national des pêches en France et donc des représentations de la pêche. Donc il faut comprendre, non mais c'est très important et j'insiste, que notre pêche soi-disant française industrielle est en fait aux mains finalement d'intérêts capitalistiques étrangers et joue contre les pêcheurs français, contre les pêcheurs côtiers, comme on l'avait vu. Cette question de la pêche industrielle, elle est au cœur du sommet international. Elle n'est pas du tout au cœur du sommet international. Vous souhaitez qu'elle le soit. Ça fait en fait 1 an et demi qu'on demande à la France d'être un tout petit peu sérieuse dans la préparation de ce sommet. Alors qu'est-ce que vous espérez à l'occasion de ce sommet sur cette question de la pêche industrielle? En fait, il aurait fallu mettre la question de la pêche industrielle à l'agenda. Et quand on a demandé la mise à l'agenda, parce qu'en fait, il y a 2 causes principales de destruction de l'océan et du climat mondial. Et donc, on est en 2025 et vous savez comme moi que là, on ne joue plus, en fait. Ce sont les pêches, première cause de destruction historique de la biodiversité marine, des habitats marins, et les émissions de CO2. Les 2 grands absents de la conférence des Nations Unies sur l'océan, ce sont les émissions de CO2 et la pêche industrielle. C'est vraiment formidable. Il y a cette question évoquée, peut-être, d'interdire le chalutage dans les zones marines protégées en France. Est-ce que
C'est une annonce qui va avoir lieu. Est-ce que ça vous satisfait? Que demandez-vous? Non, en fait, la question n'est pas celle-là, parce qu'en fait, cette question aurait dû être cadrée comme vous l'avez fait. Ça nous aurait fait des vacances si ça avait été vous au pilotage de la programmation de la conférence. Non, ce qui est prévu pour l'instant, ce sont d'augmenter au cas par cas quelques petits confettis de protection ici ou là, alors qu'en fait, on a un cadre scientifique très clair. On a une ministre, Agnès Pannier-Runacher, qui se targue en permanence de suivre les recommandations scientifiques et qui fait exactement le contraire dans les faits, puisque la science scientifique, vraiment les recommandations scientifiques au niveau mondial sont d'une parfaite clarté. Les chercheurs ont travaillé tous ensemble dans des processus vous connaissez l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'UICN réunit des acteurs, y compris des chercheurs. Ils sont arrivés à des conclusions qui sont très claires. Il faut protéger 30% de l'océan, dont un tiers en protection stricte. Et dans les 30% de protection de l'océan, il faut permettre seulement la petite pêche artisanale de moins de 12 mètres. Aucune méthode de pêche qui sont tirées, tractées comme le chalutage pélagique ou le chalutage de fond. Et on ne va pas faire ça un tiers de nos eaux. Donc on doit avoir un tiers de nos eaux qui sont protégées et un tiers de ce tiers, donc 30% de protection, dont un tiers en protection stricte sans aucune forme de prélèvement. La France fait tout à fait le contraire. La France, dans ses eaux métropolitaines, protège moins de 0,1% de ces eaux. Donc vraiment, c'est le chiffre de la honte écologique. Et c'est pour ça que, en fait, si on était un tout petit peu sérieux, on aurait mis à l'agenda, si on avait fait comme Laurent Fabius il y a 10 ans, parce qu'on est quand même à l'anniversaire de l'accord de Paris, on aurait vraiment construit un succès diplomatique avec une signification réelle pour la société, pour nos sociétés, pour nous mettre à l'abri du danger que représente aujourd'hui l'effondrement de la biodiversité et l'effondrement du climat. Et on sent que vous n'attendez pas grand-chose de ce sommet. Il y a un autre sujet qui est à l'ordre du jour de ce sommet, c'est l'exploitation minière des fonds marins. On a vu que Donald Trump a déjà autorisé le ratissage de ces fonds pour y récolter ce qu'on appelle des nodules, qui sont composés de plusieurs métaux, dont certains métaux rares. Est-ce que ce combat contre l'exploitation minière des fonds marins, il n'est pas perdu d'avance aujourd'hui quand on voit ce que s'apprête à faire Donald Trump? Non, il n'est absolument pas perdu d'avance. Il ne faut surtout pas se dire ça. De toute façon, rien n'est perdu d'avance. Si je pensais ça, je veux vous dire que je ferais autre chose comme métier. Non, moi, je connais une seule chose en politique. On se bat jusqu'au bout, absolument. Et même quand c'est fini, on continue à se battre parce qu'on peut renverser la table. À la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, en 2022, tous les diplomates français qui prenaient la parole, qui intervenaient dans les tables rondes et dans les panels, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à Lisbonne, puisque la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan a eu lieu au Portugal, tous disaient qu'il faut quand même aller vers l'exploration parce que ça permettrait une exploitation durable des minerais, etc. Ça, c'était les éléments de langage de la diplomatie française. On a trouvé que c'était inacceptable, donc j'ai fait un post sur Instagram, donc comme quoi parfois les réseaux sociaux peuvent servir à autre chose que détruire la démocratie et à faire monter l'extrême droite. Et on a montré ce qu'il en coûterait aux océans d'entamer l'exploitation des minerais. Dans la nuit, Emmanuel Macron s'est décidé et a annoncé le lendemain de soutenir le moratoire international pour interdire l'exploitation des minerais en grande profondeur. Mais cela fait de la France aujourd'hui un pays moteur dans la demande de ce moratoire aujourd'hui au niveau mondial. Ça fait tellement, en fait, je vais vous dire, la France a pris une bonne décision écologique en 3 ans. Et du coup, on en a beaucoup entendu parler, et on en parle énormément. Mais vous savez, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on ose et qu'on ait le courage de s'attaquer aux intérêts économiques constitués. Et aujourd'hui, personne n'exploite les minerais en grande profondeur. Personne. Parce que d'abord, c'est très coûteux et ce n'est pas rentable. Personne ne le fait. Donc quand Emmanuel Macron prend cette décision et fait cette annonce, on est très content. Mais il n'empêche que contre qui se bat-il? Personne. Alors quand il s'agit d'interdire 800 chalutiers, c'est rien du tout 800 chalutiers, leur dire vous ne pouvez pas continuer à opérer de façon continue, d'abord dans les aires marines protégées et dans l'absolu. Quand on fait du chalutage et qu'on racle les fonds, on est en perte économique sèche. C'est pour ça que nos impôts doivent soutenir les pêches chalutières. Alors on doit accompagner ce secteur en toute justice sociale pour lui permettre une transition progressive. Mais la protection, elle doit être immédiate. Et là, il faut avoir le courage d'aller voir des intérêts constitués et de leur dire, vous n'êtes pas sérieux, mais on a de l'argent. On a 700 millions d'euros de la taxe éolienne. Ces 700 millions d'euros vous sont attribués de facto. Donc, on va les utiliser pour organiser votre transition et pour compenser les pertes de zones de pêche. Il y a deux autres sujets que j'aimerais aborder avec vous. Je dois quand même compléter absolument, parce qu'une façon de faire... Si on avait en fait des politiques qui étaient un tout petit peu responsables et organisées et sérieux, en fait, on pourrait
faire de la protection marine immédiate dans nos eaux et simultanément, on pourrait exclure les bateaux industriels de plus de 25 mètres de nos 12 milles nautiques, c'est-à-dire la bande côtière française. Ça permettrait de donner raison à la demande de 97% des pêcheurs, parce que les navires industriels de plus de 25 mètres, c'est 3% des flottes, mais ils capturent la moitié des poissons. Donc en fait, tous les pêcheurs veulent que les bateaux de plus de 25 mètres, et vous parliez en effet des bateaux qui vont jusqu'à 140 mètres, soient exclus de la zone où il est naturel qu'elles leur reviennent, que ce soit une zone de travail. Ça permettrait d'alléger la pression sur les écosystèmes marins et d'alléger surtout la pression sur les pêcheurs français. On pourrait Alors, il y a d'autres sujets de préoccupation liés aux océans qui vont être évoqués, je pense, en tout cas dans ce sommet international. On parle de plus en plus de ces canicules marines qui détruisent la faune et la flore sous-marine. Quelles sont les actions qui peuvent être engagées aujourd'hui pour lutter contre cela? Arrêter les émissions de CO2. C'est le seul moyen, il n'y a rien d'autre à faire. Les canicules marines, elles sont liées à l'augmentation de la température globale. C'est l'océan aujourd'hui qui a déjà capté, il faut bien garder ce chiffre en tête, l'océan aujourd'hui a déjà absorbé plus de 93% des excédents de chaleur qui sont produits par nos activités humaines. Donc sans l'océan, aujourd'hui, depuis la révolution industrielle, la température globale serait déjà de 30 degrés supérieurs. Donc d'abord, merci l'océan. Mais cette absorption de chaleur ne s'est pas faite sans coût et sans effet secondaire. On a augmenté depuis un siècle environ la température globale de l'océan de 1 degré. 1 degré pour l'océan qui en fait détient plus de 97% de toute l'eau présente sur Terre, c'est énorme. Et quand on augmente la température globale de l'océan, on met forcément sous pression les écosystèmes marins. Dernière question sur la pollution du plastique dans les océans. Il y a un traité international qui est en cours de négociation. Est-ce que ça a des chances d'aboutir et pour quels résultats à terme? Alors, le traité contre la pollution marine est un traité qui est donc sous égide de l'ONU, qui a lieu au niveau international, qui mobilise toutes les parties prenantes et qui a échoué à atteindre un accord à Busan, en Corée, où les dernières négociations ont eu lieu. Et donc, il y a déjà un agenda qui est prévu pour que les négociations reprennent à Genève au mois d'août. Donc la France s'agite pour essayer de remplir sa sacoche de choses à annoncer, notamment aux journalistes. Et merci de m'inviter pour un tout petit peu débunker, comme on dit, c'est-à-dire de vraiment de vous donner un peu de lecture critique de cette façon très hypocrite d'aborder un sommet qui aurait dû être managé, être géré, être organisé juste avec sérieux. C'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup Claire Nouvian. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de l'ONG Bloom et on suivra bien sûr sur LCP cette conférence des Nations Unies sur l'océan qui débute lundi à Nice. On passe à notre grand angle à présent. Et on s'intéresse ce soir à ce couple improbable qui vient de se séparer avec fracas, Elon Musk et Donald Trump. On en parle avec Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine et vous avez écrit un livre consacré aux mots de Trump publié par Dalloz. Et Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir Clément. Vous êtes essayiste, journaliste indépendant et enseignant à Sciences Po. Mais d'abord, le rappel des faits avec Marco Pommier. La fin d'une idylle entre deux hommes, le plus riche du monde d'un côté et le plus puissant de l'autre. Tout juste libéré de ses fonctions d'employé spécial du gouvernement, Elon Musk étrille le budget 2026 de Donald Trump. Je suis désolé, mais je ne peux plus le supporter. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de dépenses inutiles, est une abomination dégoûtante. Pour le milliardaire, ce méga projet de loi va augmenter massivement le déficit budgétaire. En fin d'après-midi, le président américain a réagi. Il se dit très déçu. Écoutez, Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. J'ai été surpris. Réplique immédiate du mania de la tech sur son réseau social X. Sans moi, Donald Trump aurait perdu l'élection. Un clash, le premier depuis qu'Elon Musk a quitté le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Chargé par Donald Trump il y a 4 mois de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral pour un bilan aux allures de pétard mouillé. Des coupes budgétaires aveugles, des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires supprimés, 175 milliards de dollars économisés, bien en dessous des 1000 milliards promis. Et pourtant, il y a quelques jours, le président américain soignait la sortie de son ex-allié. Je me réjouis de continuer à être un ami du président, à soutenir le département de l'efficacité gouvernementale. Elon ne part pas vraiment. Je pense qu'il va faire des allers-retours.
J'ai l'impression que c'est son bébé et je pense qu'il va faire beaucoup de choses. Au lendemain de ce départ cordial, Donald Trump a annulé la nomination d'un proche d'Elon Musk à la tête de la NASA, officiellement pas en adéquation avec le programme présidentiel. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Jérôme Viala-Godefroy, j'aimerais d'abord qu'on vous entende sur les premières réactions, parce qu'en fait, ils ont été encore assez cordiaux jusqu'à il y a peu, et aujourd'hui, alors d'un côté, Donald Trump a l'air un peu prudent, comme s'il n'osait pas trop se fâcher avec Elon Musk, et de l'autre, Elon Musk, il y va. Oui, tout à fait. Alors, on a vu même dans le bureau ovale, quand ils étaient tous les deux réunis, que Donald Trump faisait soit l'éloge d'Elon Musk, mais enfin, il lisait son discours. Il a gardé vraiment la tête sur son discours et il ne s'est pas, il a pas fait comme il est capable de faire des digressions pour faire ses éloges. Et puis aujourd'hui, effectivement, il a dit qu'il était déçu. Il a expliqué sa déception, il a expliqué pourquoi, mais il a quand même dit en même temps que Elon Musk avait dit que des choses positives le concernant, qu'il ne l'avait pas critiqué lui. Et c'est-à-dire qu'il a peur de se fâcher avec l'homme le plus riche du monde? C'est l'impression que ça donne, en tout cas, effectivement, c'est qu'il n'a pas envie d'être dans un bras de fer trop important avec Elon Musk. Pourquoi? Parce que Elon Musk a déjà menacé de financer des candidats contre les élus qui voteraient éventuellement, par exemple, le projet de loi, ou qui... et c'était vraiment comme ça aussi. Il faut voir vraiment que l'argent qu'a Elon Musk et le pouvoir qu'il a par son réseau social peut effectivement avoir une influence sur les élections. Vincent Léger, votre analyse là, de ces deux réactions à chaud. C'est le choc fracassant de deux égos, de deux narcissismes. Il était fatal qu'à un moment donné, un désaccord apparaisse et qu'il conduise à une forme de crispation. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, il y avait une forme de retenue. D'ailleurs, à tel point que dans la scène de genre que l'on vient d'apercevoir à l'instant, Donald Trump offre à Elon Musk une clé en or, symbole de la porte qui lui reste ouverte. Ce qu'il ne précise pas, c'est que depuis, il a changé la serrure. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure Elon Musk va continuer son réquisitoire contre la tiédeur, la mollesse de l'effort budgétaire qu'il était censé, lui, incarner. Alors, on peut dire qu'il sera demain un boulet pour Trump, mais n'oublions pas quand même que c'est un boulet, restons dans le métal jaune, je crois que c'est une métaphore qui leur parle à l'un comme à l'autre, c'est un boulet doré à l'air fin aussi, parce que la contribution de Musk... Alors on va en parler de ça, Trump, mais 280 millions de dollars, et une mouvance libertarienne qui a été en partie séduite via Musk par Trump. Sur la question de est-ce qu'il peut devenir le boulet de Donald Trump pour le reste de son mandat? Vous l'avez dit d'un mot, il menace de financer des adversaires politique de Donald Trump, ça peut aller jusque-là. Il est capable de changer de bord, de changer de camp, comme il l'a déjà fait. Il est capable. Alors, il faut savoir qu'il était dans le premier cabinet et qu'il a démissionné également au bout de quelques mois sur la question de l'environnement. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est le businessman aussi qui revient. C'est-à-dire que, et d'ailleurs Trump l'a bien dit, il y a notamment la fin des crédits d'impôt sur les véhicules électriques. Alors, dans cette là, on attaque les raisons de cette rupture. Voilà. Et puis, il y a des raisons personnelles. La nomination d'un proche d'Elon Musk à la NASA qui a été refusée par Donald Trump. Et puis, la tentative aussi de faire adopter Starlink pour le système de contrôle aérien national, ce qui aurait été un énorme contrat, mais qui n'a pas... C'est-à-dire qu'il a misé beaucoup sur Donald Trump, des centaines de millions de dollars. Le chiffre, vous le donniez, c'est 280 millions de dollars. Et le retour sur investissement n'est pas là, c'est ça? Le retour, ça a été une chute dans sa réputation, comme on n'a sans doute jamais vu. Mais ça, c'est lui qui en est directement responsable. Il en est totalement responsable. Et puis, c'est une chute, concrètement, des actions de Tesla et de ses affaires. Donc là, il y a un double intérêt. Est-ce qu'il sera à s'opposer directement à Donald Trump? On va voir, mais en tout cas, il s'oppose à son projet de loi et en menaçant de financer des candidats contre ceux qui votent ce projet de loi, ou en tout cas, il fait cette menace. Sur votre analyse des raisons de la rupture. Alors, je crois que d'abord, l'un des soucis de Trump et son orchestre désormais sera justement de limiter les dégâts que peut causer Musk, qui a quand même été intimement lié aux arrière-cuisines de la Maison-Blanche pendant des mois. Et qui donc peut éventuellement sortir quelques affaires croustillantes. Pour moi, il y a un phénomène qui est absolument incontestable, c'est que l'étoile de Musk a pâli lorsque son candidat pour un poste à la Cour suprême du Wisconsin a
échoué. C'est là qu'on a mesuré les limites de son magistère politique. Et par ailleurs, n'oublions pas les accrochages fréquents et parfois très rugueux avec des ministres ou des conseillers de Trump qui lui reprochaient sa brutalité. C'est ce qu'a dit Steve Bannon, c'est ça? Vous évoquez ça? Par exemple. Il s'en serait pris physiquement au secrétaire américain au Trésor. Absolument. Il y a eu des scènes, absolument borgiesques dans le secret de la Maison-Blanche. Et si vous voulez, sur le personnage lui-même, c'est vrai, on l'évoquait à l'instant, il a souvent changé de bord. N'oublions pas qu'il a voté Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden avant de virer. Il y a une dimension qui est personnelle, je dirais presque intime, c'est que ce qui le fait basculer un peu dans le camp du conservatisme militant, c'est l'anti-wokisme. Notamment du fait de la transition de genre de l'un de ses fils, il dit le wokisme a volé mon fils. Bon. Et à partir de là, il se rapproche de milieux ultra-conservateurs et il se dit aussi que, alors évidemment, on se souvient de la formule fameuse de Claude Malhuret, hein, le bouffon sous kétamine, mais ce n'est pas qu'un bouffon parce que la rudesse des décisions qu'il a tenté d'imposer sans succès, j'y reviens tout de suite. À la tête du DOGE, donc le département de l'efficacité gouvernementale dont il avait la charge. Ça a quand même cisaillé des programmes absolument essentiels, notamment pour des pays d'Afrique, sur la lutte contre le paludisme, contre le sida, etc. Dernier point sur son bilan, il est quand même très en deçà de ses promesses. Il avait promis entre 1000 et 2000 milliards d'économies. D'après des organismes indépendants d'études économiques, on en est entre 0,1 et 1,2% de sa promesse. Je dirais heureusement d'ailleurs. Le DOGE lui-même affiche 175 milliards, je crois, de dollars d'économies. Sur ce point, justement, avant la rupture, il y a eu cet éloignement. Ce départ d'Elon Musk du DOGE, c'est lui qui l'a voulu ou est-ce que c'est Donald Trump qui l'a imposé? Parce que vous voyez les dégâts qu'il était en train de causer dans l'administration et même dans son entourage. Alors il y avait déjà une limite statutaire de 130 jours. Il aurait fallu qu'il soit voté, enfin qu'il soit garanti par le Sénat. Donc il aurait fallu qu'à ce moment-là qu'il soit traité comme un membre du cabinet et donc il doit y avoir la confirmation du Sénat. Donc déjà ça aurait amené un processus un petit peu compliqué, sachant qu'il est quand même il divise beaucoup au sein même des Républicains. Et d'ailleurs ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que ce qui est intéressant de voir avec Elon Musk, c'est qu'il met en avant aussi des ruptures qu'il y a au sein du Parti républicain et notamment au Sénat pour le vote de cette loi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des logiques très différentes. Et il y a la question de la dette d'un côté et pour d'autres, il y a là aussi la question des protections sociales de l'État qui sont remises en cause par cette loi. Et donc ça met en fait en exergue, en valeur les ruptures, les fractures au sein des Républicains. Mais c'est-à-dire que les ministres de Donald Trump, pour parler à la française, ont demandé la tête d'Elon Musk, selon vous, ou comment? Alors en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on sait qu'il y a eu des altercations fortes, ils en sont presque venus aux mains. Et avec Scott Bessent, donc le ministre des Finances, avec également le secrétaire d'État, Marco Rubio, c'était extrêmement violent. Et Trump a tranché en faveur de ses ministres. Je pense que c'était assez humiliant pour Elon Musk, qui en tout cas qui a un ego effectivement surdimensionné. Vincent Hugeux, ça peut dégénérer, ce qu'on voit là aujourd'hui? Oui. Encore une fois, quand on a comme ça la course de deux narcisses, il peut y avoir encore des noms d'oiseaux. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ça n'est pas qu'une affaire américaine. Parce que Musk, c'est aussi quelqu'un qui a apporté un soutien extrêmement actif à toute la mouvance de l'extrême droite ultra-conservatrice européenne. Je pense au parti AfD, Alternative für Deutschland, de Alice Weidel en Allemagne, Fratelli d'Italia, évidemment, en Italie, de Giorgia Meloni, et le fameux Reform UK de Nigel Farage au Royaume-Uni. Et c'est quelqu'un qui, grâce à sa puissance de feu, et notamment à celle de ses réseaux sociaux, X par exemple, a ouvert des comptes complotistes, conspirationnistes, antisémites, etc. Donc, il a une force de nuisance mondiale, mais aussi pour Donald Trump. Uniquement sur l'image du cyborg, de l'alien que l'on voyait parader juste à côté de Trump, avec son fils à côté qui se curait le nez et qui grommelait des insultes. Ça n'est pas, encore une fois, qu'un bouffon. C'est quelqu'un dont la capacité de nuisance est considérable contre la démocratie des deux côtés de l'Atlantique. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Et c'est aussi une page qui se tourne pour LCP. Et oui, à partir de ce soir à minuit, nous changeons de numéro de chaîne. LCP quitte la 13 pour rejoindre la 8. Notez d'ailleurs ce rendez-vous ce soir, juste avant la bascule, à 23h30, numéro spécial de Rambobina, consacré aux meilleurs moments de notre chaîne parlementaire. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, à partir de demain, LCP, c'est la 8.